autour du président. M. Joseph Kabila a connu de gens comme ça. Des professeurs, des scientifiques, des chercheurs qui étaient prêts à vendre leur intelligence au profit du pouvoir. Où nous en sommes? Monsieur Dieudonné Kalouba, vous ne serez pas le premier professeur au Congo qui fait allégeance au pouvoir en place. Ça ne nous étonne pas. Ça ne vous étonne pas. Alors, ça s'appelle, en un seul mot, la trahison. La trahison de Clerc, la défaite de la pensée et la démission de l'homme intellectuel. Est-ce le Congo d'aujourd'hui? C'est un Congo du peuple d'abord ou un Congo du changement de la Constitution d'abord? Au début, je vous ai dit, le grand problème avec l'Union sacrée, c'est que l'Union sacrée a une carence très remarquable des hommes intelligents. Si l'armée congolaise entre sur le territoire rwandais, le Rwanda ne va même pas résister pendant 24 heures. Ah, mais faudrait-il encore entrer? C'est ça le problème. Non, mais il faudrait juste canaliser le 1 milliard que l'on veut orienter pour les référendums pour acheter les dispositifs matériels. Tous les moyens qu'on veut orienter pour les changements, non, mais qu'on achète les armes. Qu'on oriente vers la guerre. Qu'on achète les armes pour vaincre l'ennemi. C'est beaucoup plus mieux. Je vous soutiens. Encore une fois, merci de votre fidélité à la Télé News et chaîne de la Liberté. Madame, Messieurs, bienvenue à l'émission L'invité de Patrick Lokala. Entre changement, révision ou réforme de la Constitution, c'est quoi les concepts clés? Est-ce qu'il y a de la confusion et qu'il va falloir dissiper cette confusion ou ces malentendus autour de ces concepts? Nous allons recevoir sur ce plateau un juriste qui est à la fois acteur politique, mais qui a aussi pris position par rapport à ce débat du fondement ou de la société sur l'avenir de notre pays, l'avenir de la République démocratique du Congo. Il donnera ce point de vue personnel, mais aussi il donnera sa lecture scientifique sur ces grands enjeux qui risquent de créer des controverses. Derrière chaque enjeu, il y a toujours des controverses. Et vous vous rappelez en 2015, lorsque, par malignité, le régime de Joseph Kabila avait tenté de conditionner le recensement de la population, conditionner l'élection par le recensement de la population. Cela avait créé des émeutes à Kinshasa. Pendant près de 4 jours, le régime a failli basculer. Est-ce que ça sera le cas cette fois-ci ou ça sera un atterrissage en douceur? Entre-temps, dans la partie est de notre pays, les combats se poursuivent entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le terroriste du M23 soutenu et dirigé par l'armée rwandaise. Pas plus tard qu'il y a juste quelques jours où nous apprenions la prise par le terroriste du M23, confirmée aussi par l'armée qui a parlé non pas de la prise mais de la percée de l'ennemi dans la province du Sud Kivu, où la cité de Minova et bien d'autres cités sont passées au contrôle des terroristes du M23. Entre-temps, le président Tshisekedi est à l'extérieur du pays. Faudrait-il que notre président de la République écourte son séjour pour regagner la mère patrie et chercher à régler définitivement cette question? Entre la négo ou le combat, c'est quoi l'option qui va nous amener à la paix dans la partie Est? Je ne répondrai pas à la question, c'est mon invité qui répondra à la question. Mais moi, vous connaissez mon point de vue, parce que je donne aussi des points de vue désormais. Je suis pour le combat. Je suis pour le combat. Mais je suis tenté aussi de dire que si ça ne tient pas, il va falloir voir d'autres options pour trouver la solution à ce problème. Le chef de l'État persiste et signe pas de négociation avec les terroristes du M23. On va négocier avec le Rwanda ou parler avec le Rwanda. Le Rwanda, à son tour, a déclaré non, nous n'allons pas négocier avec le Congo. Le Congo doit négocier avec le M23. Que comprendrions-nous de ces deux approches? C'est
L'imbroglio, c'est l'impasse entre les deux pays impliqués au conflit armé. Tout ça, peut-être que mon invité aura des choses à dire tout au long de cette émission. On parlera aussi de, si on aura le temps, l'investiture de Donald Trump qui est venu avec de nouvelles approches. Bon, bref, on a beaucoup polémiqué sur les photos de Trump, mais aussi les photos de quelques personnalités qui étaient présentes à la cérémonie, pas dans la salle, mais à côté. C'est ce qu'on a vu, dans le couloir, dans le hall. Dans les halls. Nous recevons pour vous, madame, messieurs, un Congolais. Un Congolais connu du milieu médiatique, connu du paysage médiatique congolais. Il est juriste de formation, il est actuellement avocat. Il ne vient pas répondre à nos questions avec son statut d'avocat parce que, vous savez, les bâtonniers sont très regardants. Le bâtonnier est très regardant. Hein? Bon, voilà. C'est avec lui qu'on va analyser. Il s'agit de Manix Yenda. Manix Yenda, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Patrick Lokala. Permettez-moi de vous présenter mes vœux le meilleur pour cette nouvelle année 2025. Merci beaucoup, Manix Yenda. Les postes n'ont pas échappé. Manix Yenda. Bofaya. Bofaya. J'ai failli dire Bofala. C'est comme ça que j'ai hésité. Manix Yenda Bofaya. C'est ça. Ah ouais. Voilà. C'est mon oncle, hein? Mais ici, il n'y a pas de Kinoko. Parce que dans ces pays, il y a beaucoup de polémiques autour des origines des gens. Certaines personnes hésitent carrément d'aborder la question de leurs propres origines. Moi, je suis du Sankourou. Lui, il est du Grand Équateur et nous avons les mêmes sangs. Mais ici, c'est un journaliste qui reçoit un invité. Manix Yenda, je vous présente comme... vous êtes initiateur de... Volontaire de la République. Ce volontaire de la République est né avant que vous ne deveniez les députés de la rue. Et je ne sais pas si vous êtes toujours à l'Union Sacrée ou pas, mais parlez-nous un peu de ces basculements. Vous avez créé volontaire de la République, vous avez mis à une pause, vous êtes allé député de la rue, et puis je ne sais pas si encore vous avez mis une pause pour retourner vers volontaire de la République. Et puis, bon, les gens aimeraient aussi savoir si Manix Yenda est de l'Union Sacrée ou continue-t-il toujours à soutenir la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord, au premier volet de la question, Manix Yenda, député de la rue, Manix Yenda, président national d'un mouvement politique dénommé Volontaire de la République, VREP en cycle. Je crois qu'entre le VREP et député de la rue, il n'y a qu'un seul trait d'union, c'est le peuple. Seulement, la seule différence, c'est que le député de la rue, c'est un combat personnalisé, c'est un combat individualisé d'un citoyen congolais qui porte la responsabilité de relayer la cause du peuple congolais. Parce que le peuple congolais aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, n'a pas de véritables représentants au niveau du Parlement. Et nous avons choisi la rue comme le véritable cadre d'expression pour faire le plaidoyer de la misère, de la souffrance de notre peuple qui souffre. Si vous allez dans la rue, c'est de là que vous allez voir, il y a des familles qui, à peine, n'arrivent même pas à avoir ne serait-ce qu'un gobelet de riz pour manger. J'ai vu une famille qui mangeait le matin le pain foutu. Le pain qui a fait plus de 6 jours. Et par manque de moyens, cette famille mange. Il y a des familles qui n'ont même pas droit à l'eau potable. Et donc, nous avons choisi d'être la voix de sans voix, d'être la bouche des bouches qui n'ont pas de bouche. Et donc, en tant que député de la rue, j'ai choisi la rue comme mon parlement. Et je l'ai toujours dit, comme député de la rue, le seul émolument que j'ai, c'est les encouragements du peuple. Ma seule palissade, c'est mes jambes qui me permettent de rapprocher le peuple pour partager notre souffrance,
Et effectivement, ça me permet de travailler pour le nom et pour le compte du peuple. Alors, Manix Yenda, volontaire de la République. Comme volontaire de la République, effectivement, il nous faut... Est-ce que vous ne faites pas des concepts de trop? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Volontaire de la République, député de la rue, je vous ai dit, il n'y a qu'un seul pas pour se rapprocher de la République. Il n'y a qu'un seul pas pour communier avec le peuple. Très bien. Et aujourd'hui, vous savez, dans le microcosme politique national, la seule denrée qui manque dans l'agir des acteurs politiques, eh bien, c'est la volonté. Pourtant, notre hymne national nous a convié une mission de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Et donc, ce Congo ne peut être bâti sans la volonté que nous présentons comme notre offre politique afin de solliciter le suffrage du peuple. Et comme volontaire de la République, nous avons une tendance. Notre tendance, c'est la République. Notre camp, c'est la République. Notre couleur, c'est la République. Et nous, dans le volontaire de la République, nous disons la patrie avant les partis. Très bien. Alors, toujours fervent défenseur du président Tshisekedi, ou bon, je sais que vous n'êtes pas de l'Union Sacrée, ça, vous me l'avez déjà dit une fois ici sur ce même plateau. Exactement. Mais je voudrais quand même repréciser, que vous reprécisiez les choses, la langue de Voltaire, et à un moment donné, l'accent était l'emporte sur certains mots. Il faut comprendre. Alors, j'aimerais que vous reprécisiez encore une fois, passez-moi cette tautologie. Est-ce que Manix Yenda, je sais pourquoi je pose la question, parce que plus tard, j'aborderai avec vous toute la polémique qui vous a accompagné par rapport à vos prises de position sur les débats concernant le changement, la révision, la réforme constitutionnelle. Êtes-vous toujours les fervents défenseurs de l'actuel président de la République? Je dirais oui, parce que le président de la République, comme vous l'avez cité, est une institution de la République. Et moi, en tant que volontaire de la République, les institutions de mon pays, en commençant par le président de la République, demeurent le partenaire privilégié de notre mouvement politique, qui milite pour préserver les valeurs et les intérêts de la République. Mais je voudrais placer un accent des précisions par rapport à ma posture en tant qu'acteur politique, au regard de l'Union Sacrée de la Nation, qui est un mouvement politique, qui regorge des acteurs, avec une charte politique dûment signée par les acteurs qui constituent ces mouvements, et de l'autre côté, l'Union Sacrée comme une vision maîtresse telle que les présidents de la République nous avaient présentée lors de consultations nationales. Du coup, je vous dirais, Manix Yenda n'est pas membre de l'Union Sacrée de la Nation comme regroupement politique, parce que je n'ai jamais signé la charte tout en étant acteur majeur de cette plateforme. Mais de l'autre côté, l'Union Sacrée de la Nation comme une vision, je l'ai toujours adhéré. Et donc moi, aujourd'hui, je le dis sans embâche, je suis l'adhérent de la vision du président de la République, encore que cette vision découlant de l'Union Sacrée de la Nation a présenté une triple dimension des valeurs en termes de l'union qui dénote le valeur de l'unité, fraternité, concorde et solidarité nationale. Le sacré, ici on parle de la sacralité du peuple, souverain primaire, un peu dans la logique d'Abraham Lincoln qui définit effectivement la démocratie dans l'approche du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et donc le peuple est sacré. Mais il s'agit également de la sacralité de la constitution de notre pays qui du reste est l'expression directe du peuple. Et enfin, il y a la sacralité de l'institution président de la République parce qu'il a prêté serment devant Dieu et devant la nation. Et le dernier élément, c'est la nation. Et vous savez, l'élément de base d'une nation, c'est le vouloir vivre collectif. En tant que peuple qui partage la même nation, nous devons avoir le même us et coutumes, les mêmes traditions, le même langue, le même pleur, le même rire, le même problème, parce que nous sommes un peuple appartenant à une nation. Cette vision-là, Manix Yenda a bien épousé. Pourquoi vous refusez, vous acceptez de soutenir le président Tshisekedi, mais vous refusez d'appartenir à sa famille politique, qui est l'Union Sacrée? Parce que l'Union Sacrée comme regroupement politique ne me convainc pas. Pourquoi elle ne vous convainc pas? Parce qu'elle n'a pas des soubassements qui corroborent avec la vision maîtresse qui a été proposée par
Le président de la République, vous vous souviendrez que le président... L'Union sacrée n'a pas de soubassement. N'a pas de soubassement, n'a pas de vision. Encore que ceux qui agissent au nom de l'Union sacrée de la nation sont en antipode total avec la vision de base telle que proposée par le président de la République. Vous avez vu... Ils sont en antipode à quel niveau? Non, mais déjà, est-ce qu'il y a... Pouvez-vous nous donner quelques éléments qui vont nous convaincre que la famille politique du président Tshisekedi, l'Union sacrée, pose des actes qui sont aux antipodes avec la vision de Tshisekedi? Mais je vous ai parlé du compartiment de l'unité, de la fraternité. Non, mais là, c'est trop, de la solidarité. Là, c'est trop vague. Mais malheureusement... Ce ne sont pas des éléments concrets. Non, mais malheureusement, dans le fait... Qui peuvent nous en convaincre. Dans le fait, c'est des valeurs contraires qui règnent. Je les appelle valeurs par lapsus. En réalité, ce sont des anti-valeurs qui gangrènent d'ailleurs le fonctionnement normal de notre pays. Parce qu'en lieu et place de l'unité, de la fraternité et de la concorde nationale, c'est l'apologie du tribalisme qui bat record. C'est les clientélismes, c'est les népotismes, c'est les favoritismes. C'est deux choses qui ne corroborent pas avec cette valeur sacrée voulue par le président de la République. Ça, c'est un exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons migré de la démocratie à la particratie. La démocratie met le peuple au centre de la préoccupation nationale. Pourtant, la particratie donne aux partis politiques le plein pouvoir au détriment du peuple. Ça va faire pratiquement 6 ans de gestion. Connaissez-vous une entreprise ou service public de l'État qui a lancé un appel à candidature et que le Congolais vienne paisiblement, sans aucune décoration politique, faire le test, le concours et après être recruté? Ça n'existe pas. Et malheureusement, dans ces entreprises, ce ne sont que le membre de partis politiques qui sont recommandés. Dernière question par rapport à cette intro. Si l'Union sacrée est caractérisée par ces anti-valeurs que vous décriez, et je présume bien que le chef de l'État en est bien conscience, pourquoi ne procède-t-il pas à sa dissolution? Parce que là, justement, vous prouvez que c'est une plateforme politique qui va à l'encontre de sa vision. Pourquoi ne peut-il pas procéder à sa dissolution et redynamiser sa famille politique pour pouvoir trouver des voies et moyens d'intégrer les jeunes afin de changer les choses? Cette décision revient au président de la République. C'est à lui d'appliquer la théorie de l'acte contraire, le parallélisme de forme et des compétences. Très bien. C'est l'autorité qui a créé et qui peut dissoudre. Merci beaucoup, Manik Seyenda, l'invité de Patrick Lukala sur Télénews, chaîne de la Liberté. Nous sommes avec Manik, mais on va évoluer. Vous êtes Quinois, comme moi, par habitation. Nous ne sommes pas des Quinois de naissance. Moi, je suis né au village, au Sankourou, à Katakokom, dans un hôpital moderne quand même. Bon, mais je vis à Kinshasa et je suis face aux réalités de la ville de Kinshasa. Tout comme vous, Manik Seyenda. C'est quoi l'état de la ville aujourd'hui? Quand vous circulez, quand madame va faire ses courses, quand vous allez déposer nos enfants à l'école, quand vous circulez, quand vous, comme député de la rue, vous fréquentez nos compatriotes, volonté de la République, vous êtes sur terrain, c'est quoi l'état de la ville et c'est quoi les ressentiments des Quinois aujourd'hui? La ville est dans un état de délabrement total. La ville est dans une situation d'ingouvernabilité qui ne dit pas son nom. La ville devient nauséabonde. La ville de Kinshasa devient de plus en plus, je veux dire, exécrable, inacceptable, inaccessible en même temps. Et lorsque j'ai regardé la ville-province de Kinshasa aujourd'hui, comparablement à la ville de Kinshasa qui nous a été léguée par le colon belge, je me suis rendu compte, et c'est cela ma conclusion, que les Belges ont aimé le Congo plus que nous-mêmes, le Congolais. Kinshasa, c'est une métropole. Elle a été construite sur base d'un plan urbanistique clair et d'un plan d'aménagement du territoire qui a été adapté aux besoins de l'époque. Kinshasa, avec sa superficie de 9 965 km²,
les colons belges ont construit toutes les infrastructures que nous avons aujourd'hui pour abriter plus de 500 000 habitants. 64 ans plus tard, nous utilisons la même ville, avec les mêmes infrastructures, mais avec une explosion légendaire des démographies, parce qu'aujourd'hui, nous avons une population qui avoisine à plus de 20 millions d'habitants. Quoi de plus normal qu'il y ait des érosions, des embouteillages, et je dirais même la promiscuité dans la ville, et qui font de la ville, province de Kinshasa, la poubelle de la République, une ville inaccessible et une ville qui devient aujourd'hui nauséabonde, non seulement à l'égard de nous-mêmes, le Congolais, mais aussi à l'égard des étrangers. Et le tout, c'est à cause de gens qui n'ont pas le sens d'un leadership transformationnel, de gens qui n'arrivent pas à prévaloir le principe de l'adaptabilité. Adapter Kinshasa au regard de besoins des leurs, eh ben, c'est ce qui manque, la vision qui manque, eh ben, l'amour de la République qui manque, je dirais même la volonté politique qui manque dans l'agir de dirigeants de la ville-province de Kinshasa. Ce qui est désolant et décevant en même temps. Très bien. Alors aujourd'hui, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, d'Eric Loukeba, le maestro, prenons les images de Daniel Bumba qui accorde une interview à notre confrère Israël Mutombo, que je salue au passage. Hein. Il reçoit Daniel Bumba aujourd'hui qui vient parler de la ville, de sa ville de Kinshasa, de comment il gouverne la ville. Il évoque avec notre confrère quelques approches, et il évoque aussi quelques-unes de ses actions. Il revient également sur la réalité, le passif, allais-je dire, de la ville, ce qu'il a trouvé. Vous savez que quand on arrive aux affaires, on assume les passifs et les actifs. Alors je vais vous lire très rapidement les quelques propos du gouverneur de la ville de Kinshasa qui vient de réaliser une émission, une interview fleuve avec notre confrère Israël Mutombo de Boussolona Politique. Alors, on lui pose la question de savoir, vous êtes le fruit de la corruption ou d'une dictature? Le gouverneur répond, mon élection comme gouverneur était prévisible au regard de la majorité que détenait ma famille politique IDPS et alliés. Il poursuit, j'ai hérité d'une crise systémique. Je préfère exploiter les atouts que fustiger les individus. Quels sont les mots qui rongent la ville de Kinshasa et quelles solutions y apportez-vous? Le gouverneur Bumba répond, je travaille le voirie, l'insalubrité, la mobilité, les numériques, les dégradations des avenues ne peuvent pas être mises sur mon dos. J'ai hérité cette situation. Nous avons lancé la réhabilitation de 314 km à Kinshasa. 20 chantiers sont ouverts dans l'ensemble de la capitale. Alors, problématique des embouteillages. Problématique des embouteillages à Kinshasa est complexe, poursuit Daniel Bumba. Il ajoute un projet à long terme et la construction de la voirie. À court terme, nous avons mis en place la circulation alternée et l'installation des barricades. Le gouverneur d'ajouter Kinshasa Ezobonga. Kinshasa Ezobonga. Est-ce qu'un slogan pose la question de notre confrère Israël Mutombo à Daniel Bumba. Daniel Bumba répond, il ne s'agit pas d'un slogan, mais d'une réalité sur le terrain. La preuve en est que les travaux ont été amorcés. Voilà les quelques extraits, les quelques propos. Que dites-vous de la mesure de la peine de mort? Bon, là, ce n'est plus la ville de Kinshasa. Voilà, là c'est autre chose. Mais au moins, voilà, je vous ai lu quelques propos de l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa qui a résumé sa vision sur Kinshasa et Zobonga. Vous avez peint un tableau bien sombre de la ville,
qui nous a été léguée dans les bonnes conditions, mais que nous-mêmes nous avions détruite. Aujourd'hui, nous avons un gouverneur qui, quand même, présente l'état de la situation, mais il propose quand même des pistes de solutions en présentant quelques réalisations qu'il vient de faire, mais le tout se résume dans Kinshasa et Zobonga. Qui est sa vision? Question, Manixe Ienda. Est-ce que vous pensez que Daniel Bumba sera en mesure de relever les défis de la vie de Kinshasa comme gouverneur? Pas du tout. Déjà que j'ai, au prologue de mon intervention, j'ai mentionné la question de l'ingouvernabilité de la ville-province de Kinshasa, ce qui expliquerait toutes les conséquences que la population quinoise subisse aujourd'hui. Puisque vous parlez de Daniel Bumba, j'ai l'impression que Daniel Bumba est le seul gouverneur qui ne gouverne pas, malheureusement. Oh, Daniel Bumba serait le seul gouverneur qui ne gouverne pas? Non, mais c'est les réalités qui doivent nous confirmer si réellement il est gouverneur qui gouverne. Pourquoi vous dites ça? Non, mais parce qu'il n'y a pas de résultat dans son actif. Il n'y a pas de vision. Et pourtant, je viens de vous citer quand même quelques pas du réalisations. Pas Le du travail tout. de voirie, Non, la construction de routes, les barricades des avenues, lutte contre les embouteillages, bref, Kinshasa et Zobonga, voilà. Ça, c'est un raisonnement des raccourcis qui ne passe pas à des esprits avertis comme nous autres. Parce que M. Bumba dit Kinshasa et Zobonga, je voudrais peut-être lui poser indirectement cette question. Après chaque pluie à Kinshasa, est-ce que M. Bumba peut se permettre de dire que Kinshasa est Zobonga? En lieu et place, moi je dirais Kinshasa et Zotonda. Kinshasa et Zotonda. J'ai eu un problème des véhicules. Mon véhicule est dans le garage jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'étais parti assister mon frère Yves Kisombe qui a perdu sa maman en pleine Gombe. J'ai garé ma voiture devant la parcelle. Et après, il y a eu une forte pluie. La pluie a inondé l'avenue jusqu'au point d'endommager le moteur de mon véhicule. Les tuyaux d'échappement a absorbé de l'eau. Et de l'eau s'est dirigée vers les réservoirs. Ça s'est mélangé avec le carburant. Et lorsque j'ai démarré mon véhicule, c'est alors que le véhicule s'est arrêté. À cause de qui? À cause de M. Daniel Bumba, qui n'arrive pas à gouverner comme il se doit la ville-province de Kinshasa. Ça, c'est un cas. Pourquoi il ne gouverne pas? Parce que vous avez dit que d'abord, il ne gouverne pas. Vous avez dit que Bumba, c'était un gouverneur qui ne gouverne pas. Exactement. Pourquoi ne gouverne-t-il pas? D'abord, pour gouverner, il faut avoir une vision de gouvernance. D'abord, pour gouverner, il faut avoir une capacité de faire un diagnostic et d'en proposer une thérapie pour apporter des solutions idoines. Lorsqu'on regarde M. Daniel Bumba, est-ce qu'il peut nous présenter un plan urbanistique de la ville-province de Kinshasa au regard des problèmes de l'heure? Et lorsqu'on regarde M. Daniel Bumba, est-ce qu'il peut nous présenter un plan de la sécurité urbaine au regard des problématiques de l'heure? Comment vous pouvez imaginer une ville qui a autant de rivières? Si vous comptez de la frontière Kinshasa-Congo central jusqu'à Maluku, vous pouvez compter plus de 17 rivières. Maya Pembe, Maya Chwenge, Maya Njili, Maya Kalamu, ainsi de suite. Maya Changa, ouais. Au-delà du fait que Kinshasa est entouré par le fleuve Congo. Malheureusement, l'ironie du sort, les Quinois manquent de l'eau à boire. Comment vous pouvez expliquer ça? Ça veut dire que dans la logique de M. Daniel Bumba, il pense que gouverner Kinshasa, c'est faire avec tout ce qu'il a trouvé. Non. M. Bumba, avec son gouvernement, ils ont l'obligation de pouvoir créer des unités de production pour le bénéfice de la ville-province de Kinshasa afin de booster l'économie provinciale. Parce que la province a la possibilité de créer des sociétés et des industries. Il en a créé combien? La province a même la possibilité de créer des banques commerciales. Il en a créé combien?
La province a la mission de donner de l'emploi à sa population. Quelle est sa politique publique sur le plan de l'emploi? C'est cela le problème. Est-ce que M. Daniel Bumba sait que la population de Kinshasa est une plus-value, est une valeur ajoutée dans le système économique national? Kinshasa a une démographie, je l'ai dit, de plus ou moins 20 millions d'habitants. Quelle est la politique fiscale de M. Bumba pour mobiliser le fonds au moyen de contribuables qui est les Quinois pour booster les trésors publics provinciaux? Est-il à sa place? Daniel Bumba est-il à sa place? Non, pas du tout. Que faut-il faire? Il faut qu'il parte carrément. Très bien. Malheureusement, la démission n'est pas à la culture des acteurs. Merci beaucoup. Bon, si vous suivez l'émission avec notre confrère Israël Moutombo, il s'avante de ce qu'il a fait. Et il se justifie par le fait qu'il a trouvé la ville dans un état que vous avez décrié tout à l'heure. Et donc, bref, on va voir. C'est le premier gouverneur à UDPS. Hein, qui ne gouverne pas, malheureusement. Manix Yenda, merci beaucoup Manix Yenda. On va aller vers les messes de requiem de Thérèse Kapangala, en illustration d'Éric Loukeba. On n'aura pas le temps de prendre Ados Ndumbasi. Peut-être que je l'aurai dans mon édition de vendredi ou de samedi, mais au moins, on va se servir de cette illustration. Manix se placera un mot sur ça, et puis on va aller vers d'autres réalités liées à ce contexte de la commémoration de la mort de Thérèse Kapangala. Vous vous rappellerez avec moi qu'à l'époque, il y avait un débat. Il y avait un débat ou de suspicion sur les prétendus troisième mandat de Joseph Kabila Kabange, à qui on prêtait des intentions, soit de vouloir changer la constitution, soit de vouloir la reviser. Bref, il y a eu beaucoup de tensions à l'époque, beaucoup de controverses. Ne sommes-nous pas en train de vivre le même scénario? Est-ce que l'histoire se répète? Ce sont les questions auxquelles notre invité répondra tout à l'heure après cette illustration. Alors, Éric Loukeba en illustration. Voilà, nous sommes à la messe. Famille, juste l'image du début où il y a Peter Tiani, mon confrère, que j'aime beaucoup. Voilà, nous sommes là, à la messe des Requiem. Thérèse Kapangala qui nous quittait alors qu'elle sortait d'une messe. Elle n'était pas venue participer à un meeting ou à une matinée politique ou à un sit-in ou à une marche de protestation, mais la pauvre sortait de la messe. Malheureusement, elle avait reçu une balle qui a occasionné sa mort ou son décès. Aujourd'hui ou hier, la famille est allée se recueillir, faire la messe. Bon, c'est triste. C'est triste que des Congolais sont morts pour une cause, mais qu'aujourd'hui, l'on revienne pratiquement sur les mêmes erreurs, comme le disaient certains. Alors, Manix Yenda, le contexte, il est là. Thérèse Kapangala, martyre, alors qu'elle n'était pas une combattante, elle a trouvé la mort, dégâts collatéraux. Elle a trouvé la mort. La famille, les amis, l'opposition, tout le monde était là, sauf l'UDPS. Un petit commentaire pour que je vous relance, parce que j'ai des questions. Vous avez parlé de martyrs. Effectivement, Madame Thérèse Kapangala était une martyre de la démocratie. Il n'y a pas que Thérèse Kapangala, il y a également Rossi Mukendi. Il y a les 6 militants de l'UDPS qui ont été assassinés, brûlés, dans le siège du parti alimenté. Ouais. Ce sont des vaillants combattants de la liberté et de la démocratie congolaise. Vous savez pourquoi aujourd'hui on continue de parler de Thérèse Kapangala? C'est parce que l'histoire ne retient pas les noms des hommes ordinaires. L'histoire s'incline, respecte et retient seulement le nom des hommes extraordinaires. Et donc si aujourd'hui l'histoire nous permet de parler de Thérèse Kapangala, parce que cette femme, elle n'a pas été ordinaire. Elle a été extraordinaire. Et pour moi, je pense que c'est la symbolique par excellence du combat des femmes mené par Kimpavita. Et donc, cette femme, Thérèse Kapangala, mérite le grand hommage et le respect de tout un peuple. Merci beaucoup, Manix Yenda. Alors, je vous remets dans les contextes, parce que dans
dans mon introduction, par rapport à ces sujets, j'ai parlé du changement, de la révision, de la réforme, comme on le dit actuellement. À l'époque, c'était le même débat. Nous étions avec vous, Manix Yenda, c'était le même débat sur ça. Et puis, il y a eu des émeutes, des protestations, des marches et tout ça. Bref, la même opposition d'hier, une partie de l'opposition d'hier est aujourd'hui au pouvoir. Et on va ressusciter le vieux débat de l'époque qui a occasionné la mort de martyrs que nous déplorons aujourd'hui. Bon, je ne vous demande pas de revenir sur ça, mais je reviens à vous, vous-même. J'ai suivi vos positions ailleurs, mais nous allons y revenir quand même, si ça ne vous gêne pas. Très bien. Vous, Manix Yenda, le président Tshisekedi a lancé les débats sur la révision de la Constitution. Puis après, on a parlé du changement. Puis après, on parle de la réforme. Le dernier concept utilisé par le président de la République devant le Congrès, les deux chambres du Parlement réunies en Congrès, c'était la réforme constitutionnelle. Manix Yenda, vous étiez opposé au changement. Le président a évolué dans sa rhétorique. On ne parle plus du changement. On parle de la réforme de la Constitution. Êtes-vous d'accord? Oui ou non? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Dans tous les cas, je suis bien d'accord pour l'idée de la révision, pour l'idée du changement, et même pour l'idée de la réforme de la Constitution, mais tout en posant des conditions préalables. Et c'est même des conditions qui créent une démarcation. Vous êtes d'accord avec toutes les trois idées? Bien sûr, bien sûr. Vous êtes d'accord avec les changements de la Constitution? Laissez-moi finir. Je parle de conditions à poser. Soyons clairs d'abord, au départ. Je ne vous impose rien. Mais vous-même, vous avez dit que vous êtes d'accord. Exactement. Vous êtes d'accord avec la révision? Ouais. Vous êtes d'accord avec les changements? Oui, parce que je pense que c'est possible de changer la Constitution. Vous êtes d'accord avec la réforme, comme on l'a dit? Exactement, parce que la réforme permet de recadrer les tirs de gouvernance. Je suis perdu. Alors, vous allez vous retrouver au fil de temps que je vais présenter mon argumentaire sur la question. Je vous laisse le temps. Vous allez vous rendre compte qu'il y a deux discours qui découlent de deux extrémités politiques. L'extrémité du pouvoir, le pouvoir prône pour le changement de la Constitution sans avoir un exposé des motifs le plus convaincant possible. Pour moi, je le considère comme une pacotille vide, le simple bruit de la cymbale qui ne se terminera que par un silence absolu. C'est de la pollution sonore parce que dans la démarche du pouvoir, il n'y a aucun contenu qui surtout ne se rapporte pas avec les intérêts du peuple. De l'autre côté, dans l'extrémité de l'opposition refuse le changement de la Constitution pour la seule et l'unique raison n'est pas accordé à M. Tshisekedi la possibilité de briguer un troisième mandat. Encore une fois, une démarche qui ne concerne pas le peuple de manière directe. Alors regardez maintenant la position de volontaires de la République. Nous nous disons, voulez-vous changer la Constitution? Commencez par changer la vie du peuple congolais. C'est la seule condition qu'on donne. Pourquoi? Parce que nous continuons d'être attachés indélébilement à la grande valeur qui autrefois était considérée comme le fil conducteur de gouvernance de M. Tshisekedi. Les peuples d'abord. Le peuple d'abord veut dire le peuple avant tout. Le peuple d'abord veut dire que vous ne pouvez pas changer la vie de la Constitution sans changer la vie du peuple. La Constitution que nous avons aujourd'hui, elle a ses devises. Justice, paix et travail. Posons-nous la question. Est-ce qu'il y a de la justice dans ce pays? Je dis non. Est-ce qu'il y a de la paix dans ce pays? Je dis non. Est-ce qu'il y a de l'emploi dans ce pays? J'ai dit également non. Et donc, pour ceux qui veulent changer la Constitution, je leur donne un devoir à domicile. Commencez par donner aux Congolais la justice, paix et travail. C'est l'unique condition que nous posons dans ce genre de débat, à défaut de quoi il ne faudrait pas faire de la Constitution un costume taillé sur mesure et répondant à la taille de celui qui veut le porter. La Constitution n'est pas un lit
dressée pour préparer les sommeils des incompétents. La Constitution n'est pas non plus un objet à usage unique. Après l'avoir utilisée, vous voulez la jeter dans une poubelle de l'histoire. La Constitution, c'est le socle des valeurs pour la gestion de la République. Cette Constitution pose de principes de base et garantit la sauvegarde de droits et libertés fondamentaux des citoyens. Nous avons la meilleure Constitution en Afrique. Nous sommes la seule Constitution au monde qui, au-delà du principe de l'égalité entre l'homme et la femme, nous avons consacré le principe de la parité. Nous sommes parmi les meilleures constitutions d'Afrique qui consacrent les valeurs de la démocratie en reconsidérant, article 8, les activités de l'opposition politique comme sacrées. L'opposition ayant un répondant juridique a une valeur d'une institution dans notre constitution. Au-delà du fait que cette opposition peut participer dans les institutions de la République, en l'occurrence la Commission électorale nationale indépendante, autant pour les autres institutions d'appui à la démocratie. Et donc, le bureau du Sénat et le bureau de et même le bureau du Sénat et le bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, la Constitution fait la promotion de la démocratie. Maintenant, ils vous disent qu'ils veulent changer la Constitution pour l'adapter aux réalités de l'heure. Quelles sont nos réalités? Les détournements, l'impunité, les clientélismes. Non, et ils n'ont pas dit ça, non? Non, mais c'est cela nos réalités. Non, mais ils n'ont pas dit qu'ils veulent... Ils veulent donner aux Congolais une constitution qui va consacrer les détournements. C'est comme ça que ça veut dire. Ah. Même lorsqu'ils parlent de la réforme, quand est-ce qu'on engage les réformes? On engage les réformes pour que le politique qui s'accompagne avec la seule finalité d'apporter les résultats idoines. Mais qui amène les réformes? C'est un pouvoir qui est à la porte de sortie. C'est un peu comme, je préfère le dire en lingala, comme un locataire ou déjà zui. Garantie naïe. Ba PCP préavis. Atikali na une semaine avant tika lopango bateau. Locataire a komi kolo na ba fleur. A komi kolo na ba pelouse. Yo na bongisi sur lopango. Atie peinture. Yo kanisi te ko bayer a ko banga. Que locataire a ko teka lopango na ngai te. Parce que il faut atika lopango dans une semaine. Vous voulez amener des réformes pour que ces réformes s'accommodent à quel type de politique publique proposée par vous alors que vous êtes de partant. Et donc, même l'hypothèse de la réforme ne tient pas debout. Et donc, je voudrais rassurer à ceux-là qui continuent de croire au changement de la Constitution, que le changement de la Constitution serait l'une des promesses non tenues du président de la République. Oh, le changement de la Constitution serait l'une des promesses non tenues? C'est une prophétie ou c'est une analyse? Non, mais qu'il ne soit pas surpris. Ou c'est une opinion? Non, mais moi, je suis convaincu que le président de la République ne va pas s'inscrire dans la logique du changement de la Constitution. À la limite, vous êtes convaincu? Nous lui accordons le crédit. Vous-même, vous êtes convaincu? Je suis convaincu que le président de la République ne changera pas la Constitution et tous ces flatteurs qui l'entourent seraient ridicules. Très bien. Vous avez fini? Non, mais c'est à vous de poser des questions. Moi, je suis là pour donner des réponses. Très bien. Manik Seyenda est mon invité de ce jour. Parlons de ceux qui prônent les changements, notamment les profs Mbata et les autres. Quelle est la légalité de cette démarche? Parce que dans la Constitution actuelle, nulle part, il est prévu un quelconque changement. L'on parle de la révision, mais il y a des dispositions que vous appelez, vous juristes, d'intangibles. Donc il y a dans la Constitution du pays, il y a la notion de l'intangibilité. Passez-moi l'expression, moi je ne suis pas juriste, mais il y a quand même des dispositions intangibles qu'on ne peut pas toucher. Donc dans la loi fondamentale actuelle, les législateurs n'ont pas prévu son changement. Ok? Les constituants originaires n'ont pas prévu son changement. Alors, il y a un concept qui est né quand on parle du changement de la Constitution. On parle d'un coup d'État constitutionnel. Vous allez nous éclairer sur le coup d'État constitutionnel et vous allez nous éclairer également sur la légalité du processus de changement de la Constitution qui n'est pas prévu par la loi fondamentale elle-même. D'abord, en parlant de coup d'État constitutionnel, cela nous renvoie
à la lecture de l'article 64 de la Constitution, qui interdit la prise de pouvoir en violation de dispositions de la dite Constitution. Le fait d'accéder au pouvoir au-delà de ce qui est prévu ou en violation de la Constitution, cela est constitué comme un coup d'État constitutionnel. Au début, je vous ai dit, le grand problème avec l'union sacrée, c'est que l'union sacrée a une carence très remarquable des hommes intelligents. Ils apportent un débat qui mériterait une certaine objectivité, mais malheureusement, dans le discours de ces pionniers, on sent l'absence totale de l'intelligence, et c'est comme ça que je voudrais même donner crédit aux propos d'une dame que j'ai entendue sur la télévision qui considère tous ces gens-là comme des illettrés constitutionnels. Parce qu'ils ne donnent pas un argument solide. J'ai entendu le discours du professeur Mbata, autant pour les speeches, l'exposé qui a été présenté par le professeur Dieudonné Kalouba, à qui j'avais beaucoup d'estime, et je reconnaissais sa dextérité scientifique comme un homme de rigueur, surtout sur la notion de droit constitutionnel, mais je dois vous l'avouer, que monsieur le professeur Dieudonné Kalouba m'a déçu, et je regrette d'avoir été enseigné par lui. Très bien. Alors eux tous, ils vous disent... Il faut les démontrer. Ne vous arrêtez pas à dire non, Mbata m'a déçu. Non, moi je ne suis pas dans Kalouba m'a déçu. Je vous donne de faire. Revenez au fond. Ouais. Exactement. Ouais. Que ce soit le professeur Mbata, que ce soit le professeur Kalouba, personne n'était en mesure de démontrer qu'il est possible dans la Constitution de changer la Constitution. Regardez et écoutez les discours de tous les communicants de l'Union sacrée de la nation. Eux tous n'arrivent pas à démontrer pour opposer au discours de l'opposition politique un argument qui fonde dans la Constitution. Moi, je vais vous le démontrer. Dans la Constitution, il y a un article qui prévoit le changement de la Constitution. On va le lire ensemble. Il ne faut pas inventer des choses, hein, mon frère. Lisez l'article 229 de la Constitution. Déjà, d'entre deux jeux, je vous rappelle que la Constitution a une âme, a un esprit et a un corps. Et très généralement, lorsque les gens interprètent la Constitution, ils tombent dans ce qu'on appelle de l'interprétation littérale parce qu'ils regardent le corpus constitutionnel, c'est-à-dire le texte. L'article 229 dit ceci. La présente Constitution, adoptée par référendum, entre en vigueur dès sa promulgation par le président de la République. Analysons sur cette disposition. Il y a deux éléments. Adopter et référendum. Ici, l'interprétation est tacite. Bien évidemment, en raison de la théorie de l'acte contraire. Le parallélisme de forme et des compétences. Ce qui est adopté peut être abrogé. On est bien d'accord sur cette question. Et ici, on vous donne une condition. On dit adopté par référendum. Ce qui voudrait dire que la même constitution ne peut être abrogée que par les référendums. Ça, c'est ce qui voudrait dire. C'est ça l'esprit même. Vous rejoignez en ces termes le prof Kalouba. Non, mais le prof Kalouba n'a pas... Le prof Kalouba... Laissez-moi vous rapporter ses propos. Le prof Kalouba n'était pas en mesure de démontrer qu'il y a une disposition dans la Constitution qui prouve clair et net que c'est possible de changer la Constitution. Oui, là vous avez raison, mais quand même il a analysé, il a dit que on ne peut pas refuser au constituant originaire, le pouvoir constituant originaire, vous êtes juriste, vous comprenez ce que j'ai dit, de procéder au changement de la Constitution, parce qu'il est au-dessus de la Constitution. Pas le peuple souverain. Là aussi, il pêche. Ah, parce que là, si on interprète, il faisait justement allusion là aussi, au peuple pêche. À qui on avait soumis l'adoption de la Constitution. Et donc, en quelque partie, en quelque sorte, vous le rejoignez quand il avait évoqué le pouvoir du constituant originaire. Malheureusement, je ne le rejoins pas parce que le prof Dieudonné Kalouba
est pratiquement à côté de la vérité scientifique. On ne consulte pas le peuple n'importe comment. On ne consulte pas le peuple n'importe quand. On ne consulte pas le peuple non plus pour du n'importe quoi. La constitution que vous voulez abroger, n'est-ce pas l'expression directe du peuple? Maintenant, à quel moment le peuple lui-même se décide de se dédire de sa propre expression qui a été cristallisée par la Constitution? En réalité, la logique serait que l'initiative de vouloir changer la Constitution n'émane pas de la volonté du peuple, mais plutôt des acteurs politiques. Ce qui impose aux politiques l'obligation d'exposer les raisons pour lesquelles vous voulez changer la Constitution. C'est à ce niveau-là que vous allez convaincre le peuple, pour que le peuple vous donne crédit et approbation afin de dire oui au changement de la Constitution lors du référendum. Maintenant, dis-moi, quelles sont les raisons qui poussent à l'union sacrée de la nation de vouloir changer la Constitution? Pas l'union sacrée, au président de la République. C'est de lui que le débat a été lancé. Il a été relayé par sa famille politique qui est l'union sacrée de la nation. Tantôt, vous entendez de gens qui ne savent même pas, qui confondent la notion de groupe minoritaire et de groupe vulnérable. C'est ça, un débat qui abrutit davantage la population congolaise. Vous entendrez de gens qui interprètent de manière toxique l'article 217 en créant des raccordements frauduleux, qu'il s'agirait de la cession du territoire congolais au bénéfice du Rwanda. Mais lisez l'article 216, lisez l'article 215, lisez même le titre de ces dispositifs. On parle ici des valeurs de la loi par rapport aux normes, traités et accords internationaux. Lorsque l'OADA s'applique dans le contexte congolais, n'est-ce pas que le droit national se tait? C'est cela, la suprématie des traités et accords internationaux au moyen des traités et accords internationaux. Et ceux qui ne comprennent pas ces débats, je réitère cette expression, ne sont que des illettrés. Très bien, laissez-moi revenir encore sur le propos du professeur Kalouba qui dit le peuple est le souverain, il est le souverain, il est au-dessus de sa propre constitution. Et il a analysé, il a interprété que si les politiques décident d'initier le changement de la Constitution et que cette initiative est soumise au peuple qui valide, qui êtes-vous pour dire non? C'est ça, sa réflexion. Mais il n'y a que le peuple qui peut dire non. La paternité, le débat sur la paternité, que ce soit l'opposition, la majorité, le président Tshisekedi, le Parlement, il dit bon, tout ça peut être en violation de l'actuelle Constitution. C'est ça qu'il avait dit. Je vous le rapporte parce que vous étiez son étudiant, aujourd'hui vous êtes juriste et politique, vous êtes intellectuel, vous en avez dit. Tout ça peut violer l'actuelle Constitution qui n'a pas prévu des mécanismes de son changement. Mais si ces violations sont validées par le peuple, c'est-à-dire le processus du changement de la Constitution qui viole l'actuelle Constitution est validé par référendum par le peuple, à ce moment-là, ça devient légal et personne ne peut s'opposer. Il a illustré en disant que l'IDPS à l'époque s'était opposé à l'actuelle Constitution. Il a même dit à l'époque, beaucoup d'intellectuels s'étaient opposés à l'actuelle Constitution. Mais à partir du moment où le peuple souverain a dit oui, c'est devenu légal. Est-ce que le professeur Kalouba n'a-t-il pas en quelque sorte validé le processus du changement de la Constitution qui est illégal, mais qui sera légal à partir de son adoption par les peuples au moyen du référendum? Vous savez, le prof Dieudonné Kalouba, j'ai l'impression qu'il ne réalise pas l'ampleur de problèmes socio-économiques. Il fait le débat des droits? Non, mais un débat de droit qui crée des conséquences d'ordre économico-financier dans notre pays. Parce que le référendum dont on parle, vous savez que ça peut coûter à la République ça coûte beaucoup d'argent. Entre aller au référendum et dépenser plus de 1 milliard de dollars et avoir ces 1 milliard de dollars et affecter pour l'armée congolaise
afin de vaincre l'ennemi au front de la RDC, quel est le choix opéré par M. Dieudonné Kalouba? En deuxième lieu, parce qu'il parle du peuple, est-ce que M. Dieudonné Kalouba sait que le peuple, depuis un temps, exprime sa sanction politique inorganisée envers le dirigeant de notre pays? Lorsqu'on parle de la sanction politique inorganisée du peuple, ça se fait au travers le fait que le peuple désavoue. Lorsque vous voyez une autorité en plein stade qui est en train de s'adresser au peuple et que le peuple réagit, lorsque le peuple vous dit Tolembi, dollar Equita, mais c'est une sanction politique inorganisée. En réalité, le peuple a déjà sanctionné ces gens, mais malheureusement, ces gens ont encore du courage de venir vers le peuple, qui déjà est dans une misère qui ne dit pas son nom, pour solliciter l'approbation de ce même peuple, afin de changer la Constitution. En clair, le pauvre Kalouba a raison sur le plan du droit, mais vous lui opposez les conditions sociales actuelles du peuple congolais. Sur le plan de droit, M. Kalouba a été superficiel, je viens de vous le démontrer. Non, par rapport à ces propos que je viens de rapporter tout à l'heure. Non, mais écoutez, moi je dis, il ne faut pas prendre le peuple comme le mouton de Panurge. Il ne faudrait pas utiliser le peuple pour vos fins personnelles. Le peuple souffre. Le peuple a besoin de la paix. Le peuple a besoin de l'électricité, de l'eau potable. Le peuple a besoin de routes. Le peuple a besoin de l'emploi, une éducation de qualité, l'accessibilité à la santé publique. Le peuple a besoin de ces choses. Le peuple a besoin de profiter de ses richesses. C'est comme ça que cette constitution nous parle de la redistribution de richesses nationales. Très bien. Quand est-ce que nous pouvons profiter de nos minéraux? Le cuivre, cobalt, le diamant, de l'or. Quand est-ce que nous pouvons profiter de ces choses? Est-ce c'est le Congo, disons, c'est la constitution qui freine à notre pays de donner aux Congolais de l'emploi? Est-ce c'est la constitution qui interdit au pays d'installer la paix dans la partie Est? Non, mais soyons sérieux. Très bien. Encore une fois, ça, ce sont des flatteurs autour du président. M. Joseph Kabila a connu de gens comme ça. Des professeurs, des scientifiques, des chercheurs qui étaient prêts à vendre leur intelligence au profit du pouvoir. Où nous en sommes? Monsieur Dieudonné Kalouba, vous ne serez pas le premier professeur au Congo qui fait allégeance au pouvoir en place. Ça ne nous étonne pas. Ça ne vous étonne pas. Alors, ça s'appelle, en un seul mot, la trahison de Clerc, la défaite de la pensée et la démission de l'homme intellectuel. Très bien. Alors, en conclusion par rapport à ce sujet, Manexi, je voudrais que tu sois clair comme toujours. Donc, les changements de la Constitution, sa révision ou sa réforme, bref, c'est inopportun. Pour moi, ça importe peu. Dès lors que vous donnerez au Congolais... À quel moment, d'après vous, quelles sont les conditions qui doivent être réunies d'abord pour qu'on soit clair, pour permettre aux dirigeants, parce que je suis de ceux qui pensent qu'il y a quand même des choses à revoir dans cette constitution. Je suis de ceux qui pensent. Mais la question que je me pose et que je voudrais vous poser également, c'est celle de savoir quelles sont les conditions qui peuvent être réunies pour permettre à un dirigeant ou à des dirigeants politiques de procéder au changement de la Constitution. Non, aux révisions. Moi, je suis le partisan de la révision. Quels sont les éléments, les préalables? Vous aimez bien le concept des préalables, vous les politiciens. Vous aimez bien les préalables. Quels sont les préalables qui doivent être réunis par un dirigeant avant de procéder à la révision de la Constitution? Mais la Constitution est très claire quant à sa perfectibilité, parce qu'elle a prévu la possibilité de la réviser, la possibilité de l'adapter. Et la Constitution ne confie pas cet apanage à n'importe qui. L'initiative de révision de la Constitution, c'est ce qu'on appelle même le pouvoir constituant dérivé. Et ces pouvoirs revient principalement au président de la République, à chacune des chambres du Parlement, à 1/10 de la majorité parlementaire,
aux membres du gouvernement, ainsi que par la signature de 100 000 personnes qui agissent par la voie d'une pétition. Ouais. Ce ne sont que ces 4 organes qui ont le droit de pouvoir initier une idée de réviser la Constitution. Mais cela ne suffit pas. Il faudrait que cette initiative soit validée en amont. Parce qu'il y a la dimension pédagogique. Lorsque vous voulez réviser la Constitution, il faudrait organiser des conférences, des forums pour expliquer au peuple les biens fondés de pouvoir réviser la Constitution. Ça, c'est la première des choses. Et la loi qu'on appelle la loi de la révision constitutionnelle, comme nous en avons connu cette loi du 20 janvier 2011, cette loi est aussi frappée par un contrôle de conformité par la Cour constitutionnelle. Il se peut que le président de la République ou le Parlement prenne l'initiative de réviser la Constitution après débat, parce qu'il faudrait que la même démarche soit adoptée d'abord au niveau du Parlement, et lorsque cette démarche passera par le contrôle préventif de la Cour constitutionnelle, il se peut que la Cour peut frapper d'inconstitutionnalité un texte qui ne corrobore pas avec l'esprit de la Constitution. C'est un grand escalier à parcourir. Malheureusement, les gens pensent que c'est un simple raccourci. Et donc, nous nous disons, on ne refuse pas au président de la République le pouvoir de réviser la Constitution, mais il faudrait que le président de la République, dans sa démarche, place le peuple congolais au centre de la préoccupation nationale. La révision peut se faire à tout moment. À tout moment, à condition que cette révision considère le peuple comme... En ce qui concerne le changement de la Constitution. Non, mais le changement, déjà, je l'ai dit, le changement, c'est vrai, on peut changer la Constitution. Encore une fois, j'ai continué de poser les conditions. Commençons par changer la vie sociale du peuple congolais. Est-ce le Congo d'aujourd'hui? C'est un Congo du peuple d'abord ou un Congo du changement de la Constitution d'abord? À nous de faire le choix. Merci beaucoup, Manix Yenda. Voilà. Donc, Manix Yenda, je sens que la force des intellectuels, c'est d'évoluer. Non, mais et d'ailleurs, je voudrais... Je sens que vous avez évolué parce que... Non, mais parce que je suis comme vous, un indépendant d'esprit. Et vous savez... Vous êtes comme moi. Je suis comme vous. Vous aurez les mêmes ennuis que moi. Ben, malheureusement, on est déjà habitué avec les ennuis. Déjà même, j'ai des ennuis parce que je reçois des appels, des dirigeants, des dignitaires, des personnalités de pouvoir. Vous avez trahi le président Tshisekedi. Vous ne voulez pas le changement de la Constitution. Est-ce que vous êtes réellement avec nous? Écoutez, je voudrais quand même dire une chose à ces gens-là. Ah, ok. Manix Yenda ne s'oppose pas au président de la République. Je ne le ferai pas. Parce que le président est une institution de la République. Moi, en tant que volontaire de la République, je dois par contre accompagner cette institution. Okay. Mais Manix Yenda s'oppose au mal. Peu importe sa source d'origine, si le mal vient de l'opposition politique, eh ben, nous, le volontaire de la République, on va s'opposer à l'opposition politique. Si le mal vient du pouvoir, on va s'opposer du pouvoir. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je dis... Si le mal venait aussi du président de la République, on va s'opposer au président de la République. Parce que il faut que le peuple congolais soit au centre de notre préoccupation nationale. Et j'ai fini par cette affirmation. Tous ceux qui veulent le changement de la Constitution renoncent au principe du peuple d'abord. Très bien, sans exception. Hein? Tout. Très bien. Sauf personne. Merci beaucoup, Manix Yenda. Vous avez suivi Manix Yenda. Il est resté scientifique. Voilà, le message est passé pour ceux qui aiment la science, qui aiment les débats. Le professeur Kalouba Mbata, le professeur Mbata également, l'honorable Mbata, avait pris position. Manix Yenda vient aussi de prendre position. C'est ça le débat. Vous ne trouverez pas ça au Rwanda, chez Paul Kagame. Là-bas, on a assassiné la démocratie. Paul Kagame qui ose même nous donner des leçons de démocratie. Alors que lui, il a assassiné la démocratie chez lui. Chez lui, c'est la dictature. La pensée du président ou rien. La pensée du chef de l'État ou rien. Mais il ose quand même. Notre démocratie est tellement attrayante que
Elle commence à donner des envies à Kagame de venir donner un peu de point de vue, participer au débat, alors qu'elle lui prive ses propres concitoyens de la démocratie. Bon, très bien. Je n'entrerai pas dans les jeux de Kagame. Je n'ai même pas envie de parler de lui. Bon, très bien. Alors, Manik Siyenda, on va finir. La situation dans la partie Est, il nous reste très peu de temps. 4 minutes, on va finir, on respecte le temps. La situation dans l'Est du pays, les FARDC dans leur communiqué ont parlé de la percée du M23 dans la province du Sud Kivu, avec quelques localités déjà prises par ces groupes terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Et l'opinion s'inquiète de l'absence du président de la République, qui n'est pas au pays. Il est à l'extérieur du pays, il était en Suisse. Présentement, il serait en Afrique du Sud. Beaucoup de voix s'étaient élevées se sont élevées. Même moi-même, j'ai écrit. J'ai demandé au président Tshisekedi d'écourter son séjour, revenir au pays pour s'occuper de la situation de l'Est. C'est souvent l'habitude avec le président de la République. Très souvent, lorsque le Congo connaît des problèmes, plus particulièrement dans la partie Est, lui, il est toujours en voyage. Est-ce que ça ne donne pas une mauvaise image du chef de l'État d'être un homme qui, visiblement, d'après certaines opinions, ne se préoccupe pas comme il faut de cette situation de l'Est? Ben, moi, je ne vois pas les choses de cette façon. Vous savez, ça me rappelle encore le scénario de Barack Obama comme président des USA, lorsqu'il avait diligenté un commandement pour l'arrestation de Ben Laden. Et vous vous souvenez, dans le documentaire, on dit, ce jour-là, pendant que l'opération était en cours, eh ben, il y avait une sorte de festivité dans la Maison-Blanche. Ouais. Et Donald Trump était en train de festoyer avec les gens, tout en sachant qu'il y a un commandement... Barack Obama, allais-je dire. Il y a toute une opération qui est déjà en cours et il était sûr de résultats. C'est le cas de Félix Tshisekedi? Non, mais ce n'est pas le président de la République qui sera au front avec les armes pour tirer contre l'ennemi. La stratégie militaire a été élaborée. Il y a tout un organe qu'on appelle le Conseil national de sécurité. Le Conseil supérieur de la défense. Conseil supérieur de la défense. C'est de là qu'on essaye de concocter des idées parce que c'est un laboratoire de stratégie militaire pour vaincre l'ennemi. Les présidents, on a aussi vu Cyril Ramaphosa qui est allé participer à un sommet en Russie. Ouais. Et il y a juste une panne d'électricité en Afrique du Sud. Il a écourté son séjour pour revenir vite. Bon, cet appel... Pourquoi le président Tshisekedi ne peut-il pas se comporter de cette manière-là? C'est un appel légitime. Revenir rapidement au pays parce que la situation est grave. Exactement. La situation est grave. Si vous voyez, il y a une photo. C'est vous qui parlez, Manik Siyenda. Il y a une photo des localités contrôlées désormais par les mouvements terroristes du M23. Derrick peut nous balancer rapidement cette photo. C'est une photo d'illustration. La situation est tellement grave. La zone rouge, c'est la zone occupée par les terroristes du M23. Et la zone bleue, c'est le peu d'espace qui nous reste dans les deux provinces. J'ai cité la province du Sud Kivu et celle du Nord Kivu. La situation est grave. Plateau, la situation est tellement grave. Est-ce que cela ne nécessite pas que le chef écourte son séjour quand même, revenir au pays, tenir un autre Conseil supérieur de la défense, parce que ces événements interviennent juste quelques semaines après les réaménagements au sein de l'armée. Et ces déclarations devant les diplomates, où il a dit, pas de négociation avec les rebelles, nous allons seulement exiger des sanctions contre le Rwanda, et s'il faut dialoguer, c'est avec le Rwanda qu'on va dialoguer, et non avec les M23. La situation s'est empirée après. Est-ce qu'il n'y a pas urgence qu'ils reviennent rapidement et de ne plus beaucoup voyager également pour se concentrer sur la situation sécuritaire dans la partie Est? La seule question que je me pose est celle de savoir si le président rentre sans apporter des solutions. Qu'est-ce qu'on dira après? Donc ça veut tout simplement dire que le retour du président de la République ne suffit pas pour arrêter l'hémorragie d'insécurité qui gangrène la partie Est de notre pays. Par contre, nous avons besoin d'un président qui doit faire preuve de la résilience.
du sursaut national, d'un courage d'État. Nous avons besoin d'un président qui va oser. Aujourd'hui, vous savez, pour qu'un pays décrète la guerre, c'est après avoir épuisé toutes les voies diplomatiques nécessaires. Là où nous en sommes aujourd'hui, nous avons le plein droit de faire la guerre, et je parle de la guerre, pas contre le M23, mais la guerre contre le Rwanda, parce que nous sommes au bout de toutes les stratégies diplomatiques. Encore que la constitution de notre pays, malheureusement considérée de maudite par certains pionniers du changement de la constitution, elle prévoit la possibilité de faire la guerre. Et même la Charte des Nations Unies consacre le principe de la licéité de la légitime défense, le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire un État qui fait l'objet d'une agression militaire peut, de manière légitime, réagir par de voies militaires. La question, pourquoi la RDC ne fait pas la guerre contre le Rwanda? Il s'agit de ça. Lorsque nous avions célébré la journée du 16 et du 17 janvier 2025, en mémoire de Patrice Emery Lumumba et de Mosé Laurent-Désiré Kabila, je me disais, et si Mosé Laurent-Désiré Kabila était là? Pensez-vous qu'on allait faire toutes ces acrobaties avec le Rwanda? Je ne pense pas. Sous Mosé, une grande partie du territoire était déjà occupée. Hein. Non, mais Mosé avait décrété la guerre et il avait dit à l'ennemi, la guerre sera longue et populaire. C'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons que le président Tshisekedi porte le costume du courage de Patrice Emery Lumumba. Et enfin, engager tout le front nécessaire. Nous, volontaires de la République, nous avons lancé un concept, un slogan. C'est vrai, c'est un slogan pour mobiliser les dirigeants et mobiliser la population congolaise en même temps. Aller jusqu'au Rwanda et récupérer tout ce qui appartient à la RDC. C'est possible. Si l'armée congolaise entre sur le territoire rwandais, le Rwanda ne va même pas résister pendant 24 heures. Ah, mais faudrait-il encore entrer? C'est ça le problème. Non, mais il faudrait juste canaliser le 1 milliard que l'on veut orienter pour les référendums pour acheter les dispositifs matériels. Tous les moyens qu'on veut orienter pour les changements, non, mais qu'on achète les armes. Qu'on oriente vers la guerre. Qu'on achète les armes pour vaincre l'ennemi. C'est beaucoup plus mieux. Je vous soutiens. Ça, c'est une belle idée. Et deuxièmement, il faut s'engager dans un front diplomatique avec comme conséquence réelle. Il faut prendre des mesures drastiques. Ce front a échoué. Et ça a échoué parce que ceux qui sont à la tête de cette dynamique ne sont pas assez courageux. Parce qu'il faut les retraits et la fermeture définitive de l'ambassade du Rwanda accréditée au Congo. Il faut les retraits de la RDC au sein de la francophonie, parce qu'aujourd'hui, la France n'est pas un État ami, à cause de sa passivité, un État complice, hein? De sa complicité et même de son hypocrisie à l'égard de la RDC qui subit les affres de l'agression rwandaise. Et aussi, il faut asseoir une diplomatie de défense. C'est très important. Et au-delà de cela, et c'est là où quand même j'encourage un tout petit peu le gouvernement congolais par la voix de notre ministre de la Justice, M. Constant Moutomba, qui fait preuve d'un dynamisme institutionnel, d'un courage d'État et même d'un sursaut patriotique et nationaliste. Vous savez, dans le front judiciaire, la RDC a engagé un procès contre le IPOL. Vous savez que sous le front judiciaire diligenté par les ministres de la Justice, M. Constant Moutomba, le 12 février 2025, la RDC sera en procès contre le Rwanda devant la Cour africaine de droits de l'homme et de droits de peuple. C'est une bonne chose. Vous savez que sous M. Constant Moutomba, la RDC applique ou décide d'appliquer la peine de mort contre toutes ces personnes qui ont fait l'objet de l'infiltration. Le cas de Corneille Nangaa et consorts. Ça s'appelle le courage d'État. Eh bien, nous avons besoin des ministres pareils qui doivent préserver
l'intégrité territoriale de notre pays en prenant des décisions drastiques. Et M. Sile? Pour le front médiatique, je voudrais finir par là. Ok, d'accord. Il faudrait créer, c'est cela la proposition de volontaires de la République, une tripartite entre le gouvernement via le ministère de la Communication et Médias, les CESAC et l'UMPC. Un organe qui va s'entretenir de manière quotidienne pour élaborer des stratégies de communication de guerre. Un comité stratégique de la communication. Dans une situation de guerre, vous ne pouvez pas communiquer de manière classique. Il y a une communication de guerre qui existe. Et à côté, vous devez créer une cellule de communication composée par des politiques et des journalistes qui auront pour mission de relayer toutes les stratégies de communication de guerre adoptées par la tripartite. C'est en cela que nous aurons une communication uniforme et homogène. Et enfin, le Front populaire ne s'est fait que par la confiance nationale. Si vous rassurez... Il faut créer, hein? Il faut créer une confiance nationale. Cette confiance n'existe plus aujourd'hui. Effectivement, ça n'existe pas parce qu'il y a une sorte d'exogénéité de pensée politique. Tantôt, les ministres de la communication disent autre chose. Tantôt, l'armée congolaise vous dit autre chose. La société civile vous dit autre chose et ainsi de suite. Cela ne permet pas effectivement d'installer cette confiance nationale pour avoir l'intégration populaire parce que le peuple participe dans la paix que nous cherchons à tout bout de champ. Merci Manik Siyenda d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous dire merci, monsieur Patrick Lokala, le journaliste le plus indépendant. Ah, qu'est-ce que le plus indépendant? Ouais. Non, parce que moi je vous connais au-delà de ceux qui commentent sur vous sur les réseaux sociaux. Je sais votre capacité. Je vous ai assisté en justice. J'ai vu votre courage. J'ai vu votre résilience. J'ai vu votre capacité de dire non à l'injustice. Ceux-là ne vous connaissent pas. Moi, je vous connais et j'ai des raisons de vous traiter réellement comme un journaliste indépendant. Merci beaucoup Manik Siyenda qui était notre invité. Voilà, vous suivrez cette émission de Manik Siyenda sur Télénews. On va la diffuser plusieurs fois. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour chaque semaine. On aura le temps de l'inviter pour qu'on s'entretienne un peu avec lui sur ces questions d'actualité. Vous voyez, il est fervent défenseur du président Tshisekedi, mais il est très objectif, très impartial. C'est cela le patriotisme. On ne va pas aider le président Tshisekedi dans les mensonges comme les font d'autres communicateurs. Manik Siyenda se distingue davantage sur cette manière de faire les choses et il faudrait l'encourager. Alors, merci à Derrick Lunkeba, le maestro qui a réalisé cette émission. Si vous avez aimé cette émission, allez, abonnez-vous à la Télénews, chaîne de la liberté.